Je suis Margaret Collins, 38 ans, et je n'aurais jamais imaginé que ma propre sœur me trahirait aussi complètement à la table à manger de nos parents. C'était leur 40e anniversaire de mariage, une soirée conçue pour la célébration et la joie, qui se tenait dans leur maison confortable, nichée à Austin, au Texas. J'avais consacré d'innombrables heures à confectionner un gâteau parfait aux pétales de rose, en m'inspirant d'une recette précieuse de l'époque où je tenais une boutique de fleurs, afin de rendre hommage à maman et papa. La salle à manger était animée de conversations animées voisins, parents, amis accompagnés du doux cliquetis des verres à vin, créant une symphonie de célébration. J'étais en train de disposer soigneusement le gâteau sur la table, rempli de fierté devant les délicates spirales roses qui décoraient sa surface, quand tout s'est soudainement effondré autour de moi. Ma sœur, de 5 ans ma cadette, était affalée sur sa chaise avec un détachement délibéré, sa voix tranchant le rire joyeux comme une lame de rasoir. « Margaret, tu nous empêches d'avancer », a-t-elle déclaré, ses yeux glaciaux et distants, sans même prendre la peine de reconnaître le magnifique gâteau que j'avais créé. « Nous voulons exister sans ta présence ici. » Ces mots m'ont frappé comme un coup dévastateur à la poitrine. Papa, installé au bout de la table à sa place habituelle, a simplement continué à sourire agréablement en sirotant son vin rouge foncé, comme si elle avait simplement fait une observation sur le temps agréable qu'il faisait dehors. Maman s'est complètement immobilisée, sa fourchette suspendue en l'air au-dessus de son assiette, figée par le choc. Les voisins Diane de la maison d'Accent grave côté, Robert et Hélène de chez eux de l'autre côté de la rue sont tombés dans un silence malaisant, leurs yeux passant nerveusement de l'une à l'autre comme des spectateurs à un match de tennis. J'ai senti une chaleur intense monter à mon visage et se répandre sur mes joues, mais j'ai refusé de prononcer un seul mot en réponse. Au lieu de cela, je me suis forcé à conserver un sourire composé, j'ai pris soigneusement mon verre à vin avec des mains fermes et j'ai pris une gorgée délibérée et lente, permettant au goût amer de correspondre parfaitement à la vive piqûre qui s'était installée au plus profond de ma poitrine. Personne n'a pris ma défense, ni papa, ni maman, pas même un seul invité parmi tous ceux qui étaient présents. L'atmosphère dans la pièce est devenue dense et oppressante, rendant difficile la respiration normale. J'ai doucement reposé mon verre sur la table, me suis levé de ma chaise avec dignité et me suis dirigé résolument vers ma chambre d'enfance. Chaque mouvement était calme et calculé, chaque pas soigneusement mesuré et contrôlé. Ils étaient complètement indignes d'être témoins de mes larmes ou de mon effondrement émotionnel. J'ai méthodiquement préparé une seule valise avec des articles essentiels, des vêtements, une poignée de précieuses photographies et mon ordinateur portable fiable. Toute la maison était tombée dans un silence étrange alors que je me glissais prudemment par la porte de derrière dans l'air vif et frais de la soirée texane. Mon téléphone est resté complètement silencieux alors que je conduisais ma voiture jusqu'à un modeste motel situé à 16 km de la maison familiale. Je ne me suis pas permis de regarder en arrière une seule fois pendant le trajet. Tout ce que je comprenais avec une certitude absolue était cette vérité fondamentale, à partir de ce moment crucial, je ne reviendrai plus jamais à être perçu comme un fardeau ou un inconvénient pour qui que ce soit pour personne au monde, pas même pour les membres de ma propre famille. Mais qu'en est-il de leur situation future? Lorsque les lumières électriques finiront par s'éteindre, que l'eau courante s'arrêtera complètement et que les factures mensuelles commenceront à s'accumuler en piles menaçantes, trouveront-ils encore aussi facile et pratique de vivre leur vie sans ma présence et mon soutien? Quelle heure est-il à votre emplacement actuel? Et de quelle ville observez-vous et suivez-vous cette histoire qui se déroule? Veuillez laisser un commentaire dans la section ci-dessous. Je veux vraiment voir à quel point cette histoire personnelle touche un large éventail d'endroits différents et découvrir qui, là-bas, comprend et se reconnaît silencieusement dans cette expérience douloureuse. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner et de sonner la cloche de notification, car dans le prochain épisode, je commencerai le processus de coupure de toutes les factures et paiements financiers. Ayons une discussion honnête sur les limites, celles qui sont réellement significatives et qui comptent vraiment. Je me suis réveillé dans la modeste chambre de motel avec seulement le bourdonnement constant du climatiseur qui rompait le silence profond qui m'entourait. Mon téléphone était posé face cachée sur la table de chevet à côté du lit, vibrant toujours avec persistance avec de nombreux messages non lus de ma sœur et de maman. Je n'y ai délibérément pas touché ni reconnu sa présence. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à regarder vers le plafond uni au-dessus, mon esprit vagabondant et dérivant pour contempler comment j'avais fini dans cette situation particulière, pas seulement dans cette chambre bon marché avec ses draps rugueux et rêches, mais dans toute une vie où les membres de ma propre famille me considéraient comme rien de plus qu'un poids lourd à être jeté et abandonné. Il y a 5 ans, j'étais la fière propriétaire de Pétales et Tiges, une petite mais charmante boutique de fleurs située dans le centre-ville d'Austin. Ce n'était pas particulièrement glamour ou impressionnant, mais elle m'appartenait entièrement.
des mariées nerveuses et radieuses entraient dans ma boutique pour demander des pivoines ou des roses afin d'aider à rendre leur journée spéciale absolument parfaite. Je restais éveillé tard dans la nuit à arranger soigneusement de magnifiques bouquets, mes mains étant fréquemment piquées par des épines acérées, mais je chérissais et aimais chaque seconde de ce travail. La boutique représentait ma plus grande fierté et réussite, construite entièrement à partir de zéro après des années d'économie diligente et de planification minutieuse. Puis, un soir, papa m'a appelé, sa voix lourde d'inquiétude. Leur maison, celle-là même où j'avais grandi et passé mon enfance, se noyait désespérément sous un endettement accablant. Les frais médicaux pour l'opération nécessaire de maman, ainsi qu'une deuxième hypothèque, avaient créé une situation financière impossible. Ils ne pouvaient tout simplement pas faire face aux réparations essentielles, y compris un toit qui fuyait constamment. Ils étaient dangereusement proches de perdre absolument tout ce pour quoi ils avaient travaillé. Je n'ai pas hésité un seul instant. J'ai vendu pétales et tiges pour 150 000 $ exactement, assez d'argent pour effacer complètement leurs dettes, réparer correctement le toit problématique et maintenir les lumières en état de marche normale. J'ai réintégré ma chambre d'enfance, convaincu que ce serait temporaire, juste le temps qu'ils se remettent financièrement sur pied. Mais ce que je pensais être temporaire s'est étiré sur 5 longues années. J'ai fidèlement payé toutes les factures, électricité, eau, services internet, même les impôts fonciers, près de 2 000 $ chaque mois, virés directement de mon compte bancaire personnel. J'ai accepté un poste dans une pépinière locale pour arranger des plantes pour la moitié du revenu que je gagnais dans ma propre boutique, juste pour maintenir un flux de trésorerie constant pour le ménage. Papa hochait la tête en signe d'appréciation et de remerciement. Maman m'embrassait chaleureusement, mais ma sœur elle agissait constamment comme si j'étais une intruse indésirable dans leur maison. Rebecca, ou Becca, comme j'avais l'habitude de l'appeler affectueusement pendant notre enfance, avait radicalement changé après mon retour. Papa et maman restaient complètement inconscients de la tension croissante qui remplissait chaque recoin de notre foyer. Papa passait ses journées entières à bricoler et à travailler dans le garage encombré, réparant les tondeuses à gazon cassées des voisins pour de petites sommes d'argent supplémentaires afin de compléter leurs maigres revenus. Maman était perpétuellement rivée à ses activités de club de jardinage bien-aimé, bavardant et colportant constamment avec Diane de la maison d'un accent grave coté au sujet de divers rosiers, des conditions du sol et des techniques de plantation saisonnière. Il s'appuyait constamment sur moi pour un soutien financier et une assistance monétaire, mais ne se souciait jamais de me demander comment je tenais le coup émotionnellement sous l'énorme pression ou comment je gérais le stress accablant de porter tout leur foyer. Je ne leur en voulais pas pour leur manque de conscience. Ils étaient tous les deux à la retraite maintenant, leurs économies de toute une vie complètement épuisées par des années de dépenses médicales et de coûts imprévus. Mais la froideur délibérée et l'indifférence calculée de Rebecca ont entaillé mon âme bien plus profondément que leur inconscience n'aurait jamais pu le faire. Elle mettait intentionnellement de la musique forte à volume maximal pour étouffer complètement ma voix chaque fois que j'essayais d'engager une conversation ou de communiquer avec elle. Elle laissait des notes passives-agressives placées stratégiquement dans la maison concernant diverses corvées et responsabilités ménagères, chacune plus pointue et blessante que la précédente. Le mois dernier encore, elle a délibérément dit à maman, d'une voix assez forte pour que je l'entende clairement, que j'étais essentiellement une parasite et que je profitais d'eux, comme si je n'étais pas la seule personne à maintenir toute la maison opérationnelle et financièrement à flot. L'ironie était absolument stupéfiante et douloureuse. Allongé là dans ce lit de motel inconfortable, fixant les carreaux de plafond tachés d'eau au-dessus de moi, j'ai finalement réalisé avec une clarté cristalline à quel point j'avais été complètement aveugle et naïf face à la véritable situation. J'avais volontairement renoncé à mon entreprise florissante, à mon indépendance durement gagnée et à ma liberté personnelle pour que leur vie confortable reste complètement intacte et paisible. Et dans quel but ultime? Pour que ma sœur puisse me qualifier publiquement d'ingrate et d'indésirable. Pour que papa puisse simplement sourire agréablement comme si ma douleur ne signifiait absolument rien. Et pour que maman puisse rester complètement silencieuse alors que j'avais le plus désespérément besoin de son soutien. Le souvenir d'enfance chérie de Becca, jeune fille, riant doucement sous les étoiles brillantes alors que nous partagions nos rêves et nos secrets les plus profonds, me semblait maintenant n'être rien de plus qu'un mensonge élaboré que je m'étais raconté. Elle n'était plus cette fille innocente et aimante. Peut-être n'avait-elle jamais vraiment été cette personne. Et j'avais simplement été trop pleine d'espoir et optimiste pour voir la réalité de ce qu'elle devenait. Mes économies personnelles étaient maintenant presque complètement épuisées, vidées par des années de soutien aux autres. Mon emploi à la pépinière locale couvrait à peine mes propres dépenses de subsistance de base. Et pourtant, je continuais à verser des sommes considérables d'argent pour entretenir une maison et soutenir une famille qui ne voulait clairement pas ou n'appréciait pas ma présence.
Je me suis redressé brusquement dans le lit, ma poitrine se sentant serrée par la réalisation, et j'ai saisi mon ordinateur portable avec une détermination résolue. J'avais désespérément besoin de savoir exactement le fardeau financier que je portais pour eux sur une base mensuelle. C'est précisément à ce moment-là que l'idée révolutionnaire a commencé à prendre forme dans mon esprit. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de rendre l'appareil, pas encore, en tout cas. J'ai quitté le motel lugubre le lendemain midi, ma seule valise vibrant et rebondissant bruyamment dans le coffre alors que je traversais les rues familières d'Austin pour rejoindre la maison confortable de Thomas et Laura. Ils avaient été ma bouée de sauvetage absolue et mon système de soutien émotionnel depuis que j'avais vendu Pétale et Tige, toujours présent avec une tasse de café fumant, des encouragements sincères ou un rire parfaitement synchronisé quand j'en avais le plus besoin. Leur charmant petit bungalow situé dans le quartier de Hyde Park était comme entrer dans un monde complètement différent, bien loin des lumières fluorescentes bruyantes et de l'atmosphère déprimante du motel. J'avais l'impression d'être dans un sanctuaire où je pouvais enfin respirer normalement, penser clairement et déterminer soigneusement ce qui devait suivre dans ma vie. Alors que je me garais lentement dans leur allée accueillante, mon téléphone continuait de vibrer avec persistance avec de nombreux textos que je refusais toujours absolument d'ouvrir ou de reconnaître. Thomas a ouvert la porte d'entrée avant même que je puisse lever la main pour frapper. Son visage aimable était ridé d'une inquiétude sincère. « Margaret, que s'est-il passé exactement ?» a-t-il demandé avec urgence, me tirant immédiatement à l'intérieur de leur maison chaleureuse. Laura était déjà postée dans la cuisine confortable, disposant soigneusement une assiette attrayante de sandwichs fraîchement préparés, ses yeux doux de compassion mais cherchant clairement des réponses. Je me suis affaissé lourdement sur une chaise confortable à leur table à manger. Sentant l'énorme poids des dernières 24 heures peser implacablement sur ma poitrine comme un fardeau physique, je leur ai raconté absolument tout ce qui s'était passé, pas seulement le beau gâteau ou le vin coûteux, mais aussi la piqûre vive et dévastatrice des mots cruels de ma sœur, comment elle m'avait froidement qualifié d'ingrate et d'indésirable devant toutes les personnes présentes, comment papa avait simplement continué à siroter son vin sans même cligner des yeux ni reconnaître ce qui se passait, comment maman n'avait absolument rien dit pour me défendre, restant complètement silencieuse alors que j'avais désespérément besoin de son soutien. Elle a déclaré qu'ils seraient tous mieux sans moi, ai-je dit à Thomas, ma voix restant ferme et contrôlée, bien que ma gorge brûlait d'émotions refoulées. Et pas une seule personne dans cette pièce ne l'a arrêté ou n'a pris ma défense. Laura a tendu la main sur la table et a doucement serré ma main avec une chaleur et une compréhension sincères. Thomas s'est adossé pensivement à sa chaise, sa mâchoire visiblement crispée, comme s'il reliait les poings à quelque chose de familier et profondément troublant qu'il avait déjà vu auparavant. Vous savez, a-t-il dit prudemment après un long moment de contemplation, toute cette situation me rappelle fortement Edouard. Edouard était un vieil ami de nos débuts dans les affaires, un gars dévoué qui dirigeait avec succès une entreprise d'aménagement paysager à l'époque où j'ouvrais et créais ma boutique de fleurs. Thomas a raconté l'histoire d'Edouard comme si les événements s'étaient produits hier avec des détails vivants et une résonance émotionnelle. La fille aînée d'Edouard vivait complètement gratuitement dans une belle maison qu'il payait fidèlement chaque mois. Elle l'avait appelé à plusieurs reprises autoritaire et contrôlant, affirmant qu'il était constamment sur son chemin et qu'il s'immisçait dans sa vie, même s'il était la seule personne à payer sa mensualité de voiture, toutes ses factures et même les frais de garde d'enfant coûteux pour son jeune fils. Un jour particulièrement difficile, elle lui a dit directement de ne plus jamais venir chez elle. Elle a dit qu'il la rabaissait et l'empêchait de vivre sa vie librement. Edouard n'a pas argumenté, débattu ou essayé de la faire changer d'avis. Il a immédiatement annulé absolument tout, l'électricité, l'eau, le contrat de location de la voiture, tout le soutien financier qu'il avait fourni. En un mois à peine, elle le suppliait désespérément de revenir, faisant des promesses de changer son comportement et son attitude. Il n'est jamais revenu, a dit Thomas, sa voix basse et résolue de conviction. Il a acheté un bel appartement à San Antonio et a recommencé sa vie complètement à zéro. Elle a dû apprendre à se tenir sur ses propres pieds et à subvenir à ses propres besoins. Parfois, les gens ont besoin de sentir tout le poids de la responsabilité avant de vraiment apprécier ce que vous avez porté pour eux. Laura a hoché la tête en signe d'accord, me versant soigneusement une tasse de café aromatique fraîche. « Tu portes toute ta famille depuis des années, Margaret ?» a-t-elle dit avec une intensité tranquille. « Que font-ils même sans ton soutien financier constant ?» Cette question simple mais profonde a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Je n'avais jamais sérieusement pensé à la situation de ce point de vue particulier, pas vraiment, pas honnêtement. J'avais toujours considéré ces paiements mensuels comme une aide et un soutien à ma famille, et non comme le fait d'encourager leur dépendance ou de créer une dynamique malsaine.
mais assise confortablement avec Thomas et Laura qui me regardaient comme quelqu'un qui méritait vraiment un bien meilleur traitement, la vérité est devenue absolument évidente et indéniable. Ma sœur, mon père, ma mère, ils avaient systématiquement construit tout leur style de vie confortable autour de mes sacrifices personnels et de mes contributions financières, et ils ne me considéraient même pas comme une personne réelle dans l'équation. J'ai ouvert mon ordinateur portable avec une détermination retrouvée. Mes doigts ont bougé rapidement et avec détermination avant que je puisse me remettre en question ou perdre mon courage. Je me suis connecté à mon compte bancaire, regardant l'écran s'illuminer avec des rangées apparemment infinies de paiements automatiques. Électricité, 3 cents chaque mois. Eau, 100 $. Internet, 80 $. Assurance habitation pour 100 $. Petite réparation. Plusieurs abonnements à des services de streaming. Des frais divers aléatoires. Près de 2000 $ chaque mois drainaient régulièrement des économies que j'avais soigneusement constituées en arrangeant avec diligence de belles roses et de délicats lys pour des clients reconnaissants. Thomas a fait un petit signe de tête entendu comme s'il comprenait exactement ce qui allait suivre. Laura est restée silencieuse et encourageante, son expression faciale calme mais ferme de résolution. J'ai ouvert les paramètres de paiement avec des mains fermes. Mon cœur battait la chamade d'anticipation, mais mes mains sont restées complètement stables et contrôlées. Électricité annulée, eau annulée, Internet disparu, assurance résiliée. Un par un, j'ai méthodiquement coupé chaque fil qui me reliait financièrement à cette maison et à cette famille. Chaque clic décisif me donnait l'impression de me débarrasser d'un fardeau énorme dont je ne réalisais même pas que je le portais encore sur mes épaules. Je ne me sentais plus en colère, du moins pas à ce moment-là. Je me sentais remarquablement clair et concentré, plus clair que je ne l'avais été depuis de nombreuses années. Ils avaient explicitement déclaré qu'ils voulaient vivre sans moi. Qu'il en soit ainsi. Je leur accorderai exactement ce qu'ils avaient demandé. J'ai fermé l'ordinateur portable avec une solennité. Thomas a posé une main encourageante sur mon épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait », a-t-il dit avec conviction. Laura m'a généreusement offert leur chambre d'amis confortable, disant que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire pour trouver une solution. Je les ai tous les deux remerciés sincèrement, ma voix sortant plus doucement que d'habitude, mais ma décision était absolument solide et inébranlable. Mon téléphone a vibré à nouveau avec insistance. Un autre message probablement de ma sœur ou de maman essayant de me joindre. Je ne l'ai pas vérifié ou reconnu pas encore, en tout cas. Je n'étais pas prête à entendre leurs excuses ou leurs tentatives de manipulation. J'avais besoin de conserver cette clarté et ce sens du but précieux avant que le chaos inévitable ne revienne parce que je savais avec certitude qu'il reviendrait. Ils étaient sur le point de ressentir les vraies conséquences de leurs actions et de leurs paroles. Et cette fois, je serai complètement prête et préparée. 3 jours après avoir annulé tous les paiements automatiques, les premières fissures ont commencé à apparaître dans leur façade confortable. J'étais assise paisiblement chez Thomas et Laura, sirotant lentement du café à leur table de cuisine, lorsque mon téléphone a sonné fort. Le nom de Rebecca a clignoté sur l'écran comme un signal d'alerte urgent, exigeant mon attention immédiate. J'ai laissé le téléphone sonner délibérément quelques fois avant de finalement répondre, me préparant à ce qui allait inévitablement arriver. « Margaret, qu'est-ce que tu as fait exactement ?» Sa voix était aiguë et tranchante avec un bord distinct de panique que je n'avais jamais entendu auparavant. Internet est complètement hors service et déconnecté. Je ne peux soumettre aucun de mes emplois indépendants ni respecter mes délais. Et maman panique complètement parce que nous venons de recevoir des avis de coupure pour les services d'électricité et d'eau. Remets tout en marche immédiatement tout de suite. Pas de salutations polies, pas d'excuses sincères pour ces paroles cruelles lors du dîner d'anniversaire, juste des ordres et des commandements directs, comme si j'étais toujours la gestionnaire et la gardienne non rémunérée de toute leur vie. Je me suis adossé confortablement à ma chaise à la table de cuisine de Thomas et Laura, stabilisant délibérément mon ton et contrôlant mes émotions. « Tu as explicitement dit que tu voulais vivre sans moi », ai-je répondu calmement. « Eh bien, c'est exactement à quoi cela ressemble dans la réalité. » Rebecca n'a pas raté un battement ou fait une pause, même un instant. « Tu réagis complètement de manière excessive, Margaret. C'est ridicule. Remets tout en marche immédiatement et arrête d'être aussi dramatique à propos de toute cette situation. » Je n'ai pas été surprise du tout par sa réponse. Elle avait toujours possédé un don remarquable pour déformer chaque situation et me faire sentir que j'étais le problème fondamental, quelles que soient les circonstances. Je pouvais clairement entendre maman en arrière-plan, sa voix tremblante,
divagant probablement anxieusement sur le réfrigérateur qui perdait de la puissance et sur toute la nourriture qui se gâtait. Ce n'est pas mon travail ni ma responsabilité de faire en sorte que ta vie se déroule sans heurts, lui ai-je dit avec une ferme conviction. Tu as 30 ans, Rebecca. Débrouille-toi toute seule. Il y a eu une longue pause malaisante à l'autre bout de la ligne. Puis elle a ri amèrement, le son dur et moqueur. Tu es tellement excessivement sensible à tout. Personne ne veut de toi ici de toute façon. C'est exactement la raison pour laquelle nous ressentons cela à ton sujet. Puis elle a brutalement raccroché sans un autre mot. J'ai posé le téléphone avec précaution sur la table. Mes mains n'ont pas tremblé ou frémi, bien que ma poitrine brûlait d'un mélange de blessure et de détermination. Laura a jeté un coup d'œil curieux depuis le comptoir de la cuisine, haussant un sourcil inquisiteur. Elle a un sacré culot, a-t-elle commenté avec une désapprobation évidente. Thomas a plié son journal avec soin et a laissé échapper un rire bas et entendu. Donne-lui encore quelques jours, a-t-il dit avec confiance. Ils vont certainement ressentir tout l'impact. J'ai hoché la tête en signe d'accord, mais quelque chose au fond de moi s'est tordu inconfortablement. La voix de maman, nerveuse et troublée, a continué de persister dans mon esprit. Elle ne m'avait pas défendu cette nuit dévastatrice au dîner d'anniversaire, n'avait pas dit un seul mot pour me défendre, mais elle était toujours ma mère après toutes ces années. Étais-je en train de la punir délibérément trop durement avec les autres? J'ai fermement secoué cette pensée troublante. Ils avaient tous laissé Rebecca parler au nom de toute la famille cette nuit-là. Cela avait été leur choix collectif, et ils devraient vivre avec les conséquences. Plus tard dans l'après-midi, maman a appelé directement mon téléphone. Sa voix était remarquablement douce et suppliante, complètement différente des exigences dures de Rebecca. « Margaret, ma chérie, s'il te plaît, écoute-moi. La maison s'écroule littéralement autour de nous. Rebecca ne peut pas travailler correctement sans accès à Internet. Ton père ne peut pas recevoir de demande de réparation de tondeuse à gazon sans connectivité Wi-Fi. Ne peux-tu pas simplement tout remettre en marche pour nous? Nous sommes une famille après tout. » J'ai fermé les yeux hermétiquement et je l'ai imaginée assise dans le salon familier, entourée de ses livres de jardinage bien-aimés, probablement en se tordant les mains nerveusement comme elle le faisait toujours chaque fois qu'elle se sentait anxieuse ou dépassée. « Maman, ai-je dit, gardant ma voix ferme mais pas froide ou cruelle. Rebecca a clairement dit que vous seriez tous mieux sans moi dans vos vies. Tu n'étais pas en désaccord avec sa déclaration ni ne l'a contredite, alors je lui donne simplement exactement ce qu'elle a spécifiquement demandé. » Il y a eu un long et lourd silence sur la ligne téléphonique. Puis elle a chuchoté, à peine audible, elle ne pensait pas vraiment ces choses. Tu sais comment elle est quand elle est bouleversée. S'il te plaît, reviens à la maison. Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai réfléchi attentivement à tous les mois que j'avais passés à me déplacer prudemment dans cette maison, à payer fidèlement toutes leurs factures, à absorber tranquillement les insultes constantes et les commentaires cruels de Rebecca, en espérant désespérément une petite parcelle de remerciement ou d'appréciation sincère. Je ne reviens pas, ai-je dit avec une finalité. Pas avant que Rebecca n'assume l'entière responsabilité de ce qu'elle a dit et ne présente sincèrement des excuses. Maman a essayé de couper et de m'interrompre, mais je l'ai arrêtée fermement. Tu l'as laissé dire ces choses horribles, maman. Toi et papa êtes restés assis là dans un silence complet. Vous êtes tous également responsables de ce qui s'est passé. Puis j'ai raccroché le téléphone de manière décisive. Mon cœur battait rapidement, mais je me sentais remarquablement clair et concentré sur ma décision. Laura avait entendu toute la conversation depuis la cuisine. Elle m'a fait un petit signe de tête approbateur. « Tu es beaucoup plus forte que je ne l'aurais été dans cette situation », a-t-elle dit avec une admiration sincère. Je ne me sentais pas particulièrement forte du tout. Je me sentais juste complètement fatigué mais étrangement concentré sur ce qui devait être fait. Le soir même, Rebecca a appelé à nouveau, visiblement plus en colère cette fois que lors de notre conversation précédente. « Tu penses que c'est une sorte de jeu, Margaret ? Les voisins commencent à remarquer tous les problèmes. Diane est venue faire l'intéressée et l'inquiète, mais je sais qu'elle est juste curieuse et rassemble des commérages. Tu nous mets tous dans l'embarras dans le quartier. » J'ai failli éclater de rire face à l'absurdité pure. Les mettre dans l'embarras après tout ce qu'ils m'avaient fait subir. C'est ce qui comptait vraiment pour eux maintenant, leur réputation publique. Tu t'es mise dans l'embarras toi-même, ai-je dit fermement. Tu voulais spécifiquement que je disparaisse de vos vies. Maintenant, je suis complètement parti. Gérez vos propres factures et responsabilités.
Elle a absolument explosé de rage, me traitant d'égoïste et égocentrique, disant que j'avais toujours été jalouse de son succès et de sa popularité. Je n'ai pas pris la peine d'écouter sa tirade de colère. J'ai mis fin à l'appel immédiatement et j'ai bloqué son numéro définitivement de mon téléphone. Thomas est entré dans la cuisine juste au moment où je reposais le téléphone sur la table. Il m'a fait un geste enthousiaste avec le pouce levé. « Il était temps que tu fasses ça », a-t-il dit avec une approbation évidente. Le lendemain matin, maman a laissé encore un autre message vocal. Sa voix était sensiblement plus calme cette fois-ci, presque désespérée et suppliante. « Margaret, nous ne pouvons tout simplement pas suivre sans ton aide financière. La facture d'eau est due demain. Rebecca essaie d'emprunter de l'argent à Diane et aux autres voisins. S'il te plaît, parle-nous et arrangeons ça. » Je n'ai pas rappelé ou accusé réception du message. Je n'étais pas prête pour d'autres excuses bidons, d'autres supplications désespérées qui évitaient complètement d'aborder la vérité fondamentale de ce qui s'était passé. Rebecca avait tracé une ligne claire dans le sable cette terrible nuit, et maman et papa l'avaient simplement laissé faire sans aucune objection. Maintenant, ils se démènent tous frénétiquement pour arranger leur situation, et je n'allais pas me précipiter héroïquement pour les sauver des conséquences de leur choix. Pas cette fois-ci. J'ai continué à séjourner confortablement chez Thomas et Laura dans leur maison accueillante. J'aidais Laura à préparer le dîner chaque soir, je bavardais agréablement avec Thomas au sujet de son nouveau projet de magasin bio passionnant. Leur maison ressemblait à un véritable refuge et sanctuaire, un endroit où je n'étais ni invisible ni tenu pour acquise, mais je savais avec certitude que la tempête n'était pas encore passée. Rebecca ne laisserait pas cette situation se régler facilement, et les appels de plus en plus désespérés de maman continueraient certainement à arriver. Je me suis préparé mentalement à tout ce qui allait suivre, sachant au fond de mon cœur que j'avais fait le bon choix, peu importe à quel point c'était émotionnellement lourd. 2 semaines après la panne de courant à la maison familiale, les graves fissures dans le monde confortable de ma famille ont commencé à apparaître de façon proéminente. Je séjournais toujours paisiblement chez Thomas et Laura, m'installant progressivement dans leur chambre d'amis confortable, lorsque j'ai reçu un message texte inattendu de Diane, la voisine de longue date qui vivait à côté de la maison de mes parents. « Tout va bien avec tes parents », disait simplement le message. J'ai entendu des choses inquiétantes dans le quartier. Je n'ai pas répondu à son message, mais je savais exactement ce qu'elle voulait dire par sa demande prudemment formulée. Austin est une grande ville avec de nombreux quartiers, mais les zones résidentielles comme la nôtre ont tendance à parler et à partager des informations, et la famille Collins devenait rapidement un sujet de commérage de choix pour les conversations locales. J'avais bloqué définitivement le numéro de téléphone de ma sœur, mais les messages vocaux de plus en plus frénétiques de maman continuaient d'arriver régulièrement, chacun étant sensiblement plus désespéré et paniqué que le précédent. J'ai écouté à contre-cœur le plus récent, sa voix mince et extrêmement tendue par l'inquiétude. « Margaret, nous avons reçu un avis officiel de la banque, dit-elle, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Nous prenons du retard dans les paiements de la maison sans ton aide. S'il te plaît, rappelle-moi dès que possible. » J'ai supprimé le message immédiatement, mais le contenu persistait de manière troublante dans mon esprit. L'avis de la banque n'était pas une surprise du tout. Sans mes virements mensuels réguliers, les paiements hypothécaires, les factures de services publics et les impôts fonciers s'accumulaient progressivement en une montagne de dettes insurmontables. Ma sœur avait toujours compté entièrement sur mes contributions financières pour maintenir la maison à flot et opérationnelle. Son emploi à temps partiel dans une boutique couvrait à peine ses propres dépenses personnelles, et encore moins contribuait au coût du ménage. Maintenant, sans aucun accès à Internet pour poursuivre ses divers projets indépendants et projets de conception, elle sombrait rapidement dans le désespoir financier. Thomas m'a surpris en train de regarder pensivement l'écran de mon téléphone et a haussé un sourcil interrogateur dans ma direction. « Tu ne deviens pas tendre avec eux, n'est-ce pas ?» demanda-t-il d'un ton à moitié plaisant, bien que je puisse détecter une véritable inquiétude dans sa voix. J'ai secoué la tête fermement et résolument. « Ils doivent apprendre à gérer leurs propres problèmes, dis-je avec conviction. Mais même en parlant, ma voix n'était pas tout à fait aussi ferme et résolue que je le voulais, et je pouvais entendre la légère incertitude s'insinuer. Laura, qui coupait méthodiquement des légumes frais pour notre dîner du soir, jeta un coup d'œil depuis le comptoir de la cuisine avec un regard entendu. « Ils finiront par trouver une solution, dit-elle avec désinvolture. Ou ils ne parviendront pas à résoudre leurs problèmes. Dans tous les cas, ce n'est certainement plus ton problème à régler. » Le lendemain, j'ai pris la décision de passer devant l'ancien quartier, non pas pour leur rendre visite ou prendre de leurs nouvelles,
mais simplement pour récupérer un colis important que j'avais redirigé vers un bureau de poste voisin pour plus de commodité. En tournant lentement dans notre rue familière, j'ai immédiatement remarqué Robert et Hélène Parker, le couple de longue date qui vivait juste en face de la maison de mes parents, debout bien en vue sur leur pelouse bien entretenue, se chuchotant des choses conspiratrices. Ils ont brusquement interrompu leur conversation à voix basse lorsqu'ils ont aperçu ma voiture s'approcher, Hélène offrant un signe de la main maladroit et mal à l'aise dans ma direction. Je n'ai délibérément pas fait signe en retour, gardant mes yeux fixés droit devant sur la route. Diane était dehors aussi, arrosant assidûment ses rosiers primés, ses yeux curieux se tournant à plusieurs reprises vers la maison de mes parents avec un intérêt évident. La pelouse devant était visiblement envahie et mal entretenue, et la boîte aux lettres semblait complètement remplie d'enveloppes qui se répandaient sur le sol, contenant sans doute diverses factures et avis. J'ai continué à conduire régulièrement sans ralentir, mais l'image troublante est restée fermement ancrée dans mon esprit, la vie autrefois confortable de ma famille se délitant visiblement et devenant un spectacle pour tout le monde dans le quartier à observer et à discuter. Plus tard dans la même semaine, j'ai appris des nouvelles troublantes de Laura, qui avait entendu l'information par le biais du réseau de commérage d'un ami commun. Ma sœur avait malheureusement perdu un contrat de travail indépendant important sur lequel elle comptait sans accès fiable à Internet. Elle ne pouvait tout simplement pas livrer le travail de conception crucial pour une marque de vêtements importante qu'elle avait présentée et courtisée pendant de nombreux mois. Le client est devenu impatient et est passé à un autre concepteur, laissant Rebecca se démener désespérément pour trouver d'autres sources de revenus. Elle avait été obligée d'accepter un poste de nuit exigeant dans un supermarché local, à remplir des étagères lourdes et à organiser l'inventaire pour joindre les deux bouts les plus élémentaires. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'imaginer travaillant sous des lumières fluorescentes crues, poussant mécaniquement un chariot grinçant rempli de conserves et d'articles emballés, ses aspirations et son ego de conceptrice autrefois fière, complètement meurtri et dégonflé. Une partie de moi a sincèrement ressenti un vif élan de sympathie et d'inquiétude. Elle était toujours ma sœur, après tout, malgré tout ce qui s'était passé entre nous. Mais ensuite, je me suis forcé à me souvenir de ces mots cruels lors de ce dîner d'anniversaire dévastateur, prononcés si vivement et sans s'excuser, sans aucun égard pour mes sentiments ou mes contributions à la famille. Elle avait délibérément choisi cette voie destructrice, pas moi. J'avais simplement répondu à ses souhaits explicites. Maman est apparue à l'improviste chez Thomas et Laura un soir, sans être annoncée, le visage tiré et hagard, son attitude habituelle et joyeuse de membre du club de jardinage complètement disparue et remplacée par une détresse évidente. J'étais confortablement installé dans le salon, aidant Laura à trier de vieux albums photos et à me remémorer de meilleurs moments, lorsque la sonnette a sonné avec insistance. Thomas l'a gracieusement conduite dans la maison, et maman s'est tenue incertaine dans l'embrasure de la porte, serrant fermement son sac à main usé comme un bouclier protecteur contre une éventuelle confrontation. « Margaret, nous avons désespérément besoin de parler, dit-elle, sa voix délibérément basse, mais indéniablement urgente et suppliante. Je suis resté assise dans ma position confortable, faisant un geste calme vers le canapé vide en face de moi. « Assieds-toi, maman, dis-je d'un ton uniforme, gardant mon ton soigneusement neutre et non conflictuel. » Elle a hésité visiblement pendant plusieurs instants, puis s'est finalement perchée nerveusement sur le bord du coussin du canapé, ses yeux anxieux se promenant dans la pièce comme si elle avait peur de s'installer et de se sentir à l'aise. « La banque menace sérieusement de saisir la maison, dit-elle, ses mots inquiets sortant rapidement et essoufflés. Rebecca travaille des nuits épuisantes au supermarché, mais ce n'est tout simplement pas assez d'argent. Ton père essaie désespérément d'accepter plus de travaux de réparation de tondeuses à gazon, mais sans accès Wi-Fi, il ne peut pas recevoir de commandes ou communiquer avec des clients potentiels. Nous nous effondrons complètement, Margaret. » Ses mains usées tordaient nerveusement et à plusieurs reprises la bandoulière en cuir de son sac à main, et pendant un bref instant de vulnérabilité, j'ai clairement vu la femme attentionnée qui m'avait patiemment appris à planter des tulipes colorées dans notre jardin arrière quand j'étais petite. Pas la même femme qui était restée assise en silence pendant que ma sœur me démolissait verbalement lors du dîner d'anniversaire. « Je suis vraiment désolé que tu aies du mal avec ces difficultés, dis-je prudemment, choisissant délibérément mes mots avec précision et réflexion. Mais Rebecca a spécifiquement dit que vous n'aviez pas besoin de moi dans vos vies. C'est elle qui doit régler cette situation compliquée. » Les yeux de maman se sont élargis de façon spectaculaire de surprise et de consternation. « C'est ta sœur, plaida-t-elle désespérément. Elle essaie vraiment de faire de son mieux maintenant, mais c'est incroyablement difficile pour nous tous. Ne peux-tu pas nous aider financièrement jusqu'à ce que nous soyons de nouveau sur pied et stables ? » Je me suis penché en avant sur ma chaise, maintenant un contact visuel constant, ma voix restant calme et contrôlée. « Maman,
j'ai fidèlement payé pour cette maison pendant plusieurs années. Toutes les factures, les réparations, l'entretien, tout ce dont vous aviez besoin. Rebecca m'a dit que je n'étais pas apprécié et que je n'étais pas désiré, et tu l'as simplement laissé dire ces choses dévastatrices. J'en ai complètement fini de porter le fardeau de ses erreurs et de ses mauvaises décisions. Le visage de maman s'est visiblement effondré sous l'émotion, mais elle n'a pas tenté de contester ou de contredire mon évaluation de la situation. Ton père ne sait pas quoi faire à ce sujet, dit-elle doucement, sa voix à peine audible. Il reste complètement en dehors du conflit, mais il est profondément inquiet pour notre avenir. Je n'ai pas été du tout surprise par cette révélation. Papa avait toujours été un spectateur passif, se contentant de bricoler dans son garage encombré pendant que les relations familiales s'effilochaient et se détérioraient autour de lui. Alors il peut avoir une conversation sérieuse avec Rebecca, dis-je fermement. C'est elle qui a commencé tout ce gâchis destructeur. Maman se leva lentement, ses épaules affaissées de défaite et d'épuisement. Je pensais que la famille comptait plus pour toi que ça, dit-elle doucement, et quitta la maison sans un autre mot ni un regard en arrière. Laura, qui était restée pensivement silencieuse tout au long de cette conversation difficile, me serra doucement le bras en signe de soutien. Tu as fait ce qu'il fallait, dit-elle avec conviction. J'ai acquiescé, mais le poids émotionnel des derniers mots de maman est resté avec moi longtemps après son départ. Les commérages du quartier sont devenus de plus en plus forts et envahissants au fil du temps. Diane a dit à une amie, qui l'a dit à une autre voisine, que la maison des Collins tombait rapidement en ruine et devenait une verrue. Robert Parker a mentionné les factures de réparation impayées de papa et ses dettes impayées lors d'une fête de quartier locale, rendant leurs difficultés financières publiques. L'emploi de Rebecca au supermarché est devenu une blague récurrente parmi les voisins, une chute spectaculaire en disgrâce qui était loin de son image et de ses aspirations de conceptrice indépendante. Je suis délibérément resté à l'écart du quartier, me concentrant intensément sur mon travail à la pépinière et économisant soigneusement le peu d'argent qu'il me restait après avoir soutenu ma famille pendant des années. Mais je savais avec certitude que la pression augmentait et s'intensifiait progressivement. Ma famille était rapidement à court de temps et d'options viables, et je n'allais absolument pas les sortir de leur crise auto-créée. Pas maintenant, plus jamais. 3 mois après que j'ai définitivement quitté ma famille, la maison qui avait gardé tous mes précieux souvenirs d'enfance avait complètement disparu. Ma sœur, papa et maman l'ont vendue à la hâte, incapables de faire face aux paiements hypothécaires croissants et aux factures qui s'accumulaient sans relâche. Diane, la commère du quartier qui ne manquait jamais une occasion de partager des nouvelles dramatiques, m'a envoyé une photo du panneau à vendre planté bien en vue dans leur cour avant, la peinture écaillée et délavée, la pelouse toujours mal entretenue et envahie par des mois de négligence. Je n'ai pas répondu à son message, mais j'ai entendu dire par le réseau d'information fiable de Laura qu'ils avaient été obligés de déménager dans un petit appartement de location exigu à la périphérie d'Austin, un endroit d'une chambre qui était loin du quartier spacieux qu'ils avaient appelé leur foyer pendant des décennies. Les Parker, Robert et Hélène, ont dit à tous ceux qui voulaient les écouter à quel point la famille Collins était tombée dans une situation difficile, leur conversation chuchotée se propageant à travers les fêtes de quartier et les pauses café occasionnelles dans toute la communauté. Ma sœur était maintenant confrontée à des regards de jugement et à des regards de pitié chaque fois qu'elle sortait, la tête baissée, ses rêves de conceptrice complètement enfouis sous le poids écrasant de la dure réalité et des difficultés financières. Je ne suis pas allé les voir dans leur nouvelle situation. J'avais fait mon choix délibérément et avec soin, et je m'étais engagé à me construire une toute nouvelle vie. Avec ce qui restait de mes économies soigneusement conservées, j'ai acheté un modeste condo d'une chambre à coucher dans le sud d'Austin, un endroit calme et paisible près d'un magnifique parc où je pouvais me promener régulièrement et réfléchir clairement à mon avenir. Les murs étaient complètement nus au début, semblant vides et impersonnels, mais j'ai progressivement commencé à les remplir de croquis détaillés de fleurs, roses, lys, pivoines, de magnifiques rappels du magasin Prosper que j'avais autrefois possédé et exploité avec tant de fierté et de passion. J'ai accepté un poste de consultante indépendante pour un fleuriste local, l'aidant à concevoir d'élégants arrangements de mariage et enseignant des ateliers instructifs sur les techniques avancées de stylisme de bouquets à des étudiants avides qui appréciaient mon expertise et mon expérience. Ce n'était pas la même chose que de posséder Petal & Stem, mais ce nouveau travail de consultation ressemblait à une étape significative vers la récupération de ma véritable identité et la reconstruction de mon identité professionnelle. Chaque chèque de paie allait directement dans mon propre compte bancaire personnel, pas vers les factures sans fin et les obligations financières de quelqu'un d'autre. Pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai dormi paisiblement la nuit sans le poids écrasant de leurs attentes et de leurs exigences pesant sans relâche sur mes épaules et ma conscience. Un matin tranquille,
alors que j'étais assise paisiblement en train de siroter du café frais à mon nouveau comptoir de cuisine tout en regardant le lever du soleil à travers les fenêtres de mon condo, une lettre inattendue est arrivée dans ma boîte aux lettres. L'écriture était tout à fait indéniable, l'écriture soignée et délibérée de Rebecca, exactement comme quand elle m'écrivait de douces notes quand elle était petite, me racontant sa journée ou me demandant de l'aide pour ses devoirs. J'ai posé soigneusement la lettre sur le comptoir, la laissant non ouverte, et je l'ai regardée pendant longtemps pendant que mon café refroidissait. Une partie de moi voulait sincèrement la lire immédiatement pour voir si elle avait enfin compris l'ampleur de ce qui s'était passé et l'impact de ses mots. Mais une autre partie de moi, celle qui se souvenait vivement de ses mots froids et cruels et de ses accusations sans fondement ce soir-là, savait au fond de moi que cela ne changerait probablement rien de fondamental à notre relation. Quand j'ai finalement eu le courage d'ouvrir l'enveloppe, ces mots étaient sensiblement plus doux et plus vulnérables que je ne m'y attendais. Margaret, commençait-elle de son écriture familière, je suis vraiment désolé de ce que je t'ai dit. J'étais stressé et en colère à cause de ma propre situation, mais ce n'est absolument pas une excuse pour te traiter si terriblement. Je ne réalisais pas tout ce que tu faisais réellement pour toute notre famille. J'espère que nous pourrons parler et arranger les choses. Il n'y avait aucune mention de papa ou de maman dans la lettre. Aucune promesse sincère de redresser la situation ou d'aborder les problèmes sous-jacents, juste un simple plaidoyer de réconciliation qui semblait trop tardif et trop petit pour combler l'énorme fossé qui s'était formé entre nous. J'ai soigneusement plié la lettre et l'ai rangée dans un tiroir de cuisine à côté de vieilles photos de famille que je n'avais pas regardées depuis de nombreux mois. Je n'ai pas répondu ou accusé réception de sa tentative de communication. Rebecca avait explicitement voulu une vie sans ma présence et mon implication. Et je lui donnais exactement ce qu'elle avait demandé, non pas par dépit ou par vengeance, mais parce que j'avais enfin réalisé que je méritais une vie où je n'étais ni invisible, ni non apprécié, ni tenu pour acquise. Le silence continu de papa tout au long de cette épreuve en disait long. Les plaidoyers désespérés de maman semblaient creux après son incapacité à me défendre. La cruauté initiale de Rebecca avait révélé son vrai caractère. Ils m'avaient tous montré exactement qui ils étaient en tant que personne lorsque la pression était forte, et je ne retournais pas à cette dynamique toxique. J'ai systématiquement bloqué tous leurs numéros de téléphone, supprimé leurs messages vocaux accumulés sans les écouter, et j'ai délibérément laissé la distance émotionnelle et physique entre nous grandir naturellement. Thomas et Laura ont continué à prendre de mes nouvelles régulièrement, apportant souvent de délicieux plats à emporter ou m'invitant à leur charmante garden party où je pouvais socialiser avec des personnes sincères et attentionnées. Mais j'apprenais progressivement à rester complètement seul et à me sentir à l'aise avec ma propre compagnie, et c'était absolument juste pour la première fois depuis des années. En regardant en arrière maintenant avec clarté et perspective, je peux voir la leçon profonde gravée profondément dans chaque étape de ce gâchis douloureux. La famille n'est pas automatiquement définie par les relations de sang ou les liens génétiques. La vraie famille est construite sur le respect mutuel, le soutien sincère et la volonté de voir et de reconnaître les sacrifices et les contributions de chacun. J'avais donné absolument tout ce que j'avais pour que leur monde confortable continue de tourner en douceur. Mais ils avaient pris mes efforts complètement pour acquis sans aucune appréciation réelle. Et ce manque fondamental de respect et de gratitude avait brisé nos liens familiaux de façon irréparable. Rebecca, papa et maman ont appris à leurs dépens que les mots ont un poids et des conséquences réelles, tout comme les choix que nous faisons dans les moments difficiles. Ils reconstruisent maintenant leur vie à leur manière, apprenant à être autonomes, et je ne leur souhaite sincèrement aucun mal ni souffrance. Mais j'en ai complètement fini de porter leur fardeau émotionnel et financier. L'autonomie, j'ai découvert grâce à cette expérience douloureuse, est le fondement essentiel de toute relation qui vaut la peine d'être entretenue et maintenue. Sans cette indépendance et ce respect mutuel, l'amour devient juste un mot vide, creux et fragile, sans aucune substance ou signification réelle. À tous ceux qui ont suivi cette histoire personnelle jusqu'à la fin, je tiens à vous dire merci du fond du cœur. Votre temps, votre attention et votre soutien signifient plus que je ne peux l'exprimer avec des mots. J'ai partagé cette histoire intime parce que je sais que certains d'entre vous se sont sentis invisibles et non appréciés par les personnes même pour lesquelles vous donneriez tout sans hésitation. Vous avez porté leur lourd fardeau émotionnel et financier pour être mis de côté ou rejeté quand cela leur convenait. Je vous vois clairement, et je suis profondément reconnaissante pour chaque instant que vous avez passé à lire et à vous connecter à mon expérience. Si cette histoire résonne avec votre propre situation de vie, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner, sonner la cloche de notification et rejoindre cette communauté grandissante de personnes qui comprennent ce que signifie trouver de la force dans des circonstances difficiles. Partagez votre propre histoire dans la section des commentaires ci-dessous. Comment avez-vous trouvé votre force intérieure quand tout semblait désespéré ?
Comment avez-vous appris à vous valoriser quand les autres ne le faisaient pas? Continuons cette conversation importante, car nous sommes tous plus forts lorsque nous nous soutenons mutuellement et partageons nos expériences honnêtement.